messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Comme vous le savez déjà, mesdames et messieurs, nous allons partager avec vous un certain nombre d'informations qui viennent de nous parvenir relativement à une espèce de négociation qui est en cours en ce moment au niveau du Canada entre des émissaires du gouvernement camerounais, du pouvoir de Yaoundé, et des prétendus ambazoniens. Pourquoi je parle de prétendus ambazoniens? Simplement parce que je suis en train de me rendre compte que subitement, le pouvoir de Yaoundé, qui s'est longtemps refusé à tout dialogue, à toute négociation avec des terroristes sécessionnistes, manifeste un intérêt subit pour des négociations. Ça paraît quand même assez curieux. Et si ce gouvernement manifeste autant d'intérêt pour des négociations avec des personnes qu'il qualifiait hier de terroristes sécessionnistes, d'assassins, de criminels, etc., ça veut dire que ces interlocuteurs-là, avec lesquels le gouvernement camerounais ouvre des négociations, sont désormais à sa solde. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de prétendus ambazoniens. Alors, autre question qui taraude mon esprit, mesdames et messieurs. Pourquoi ces négociations sont secrètes? Parce qu'il me souvient que, à l'orée de cette crise anglophone, le gouvernement camerounais avait mis en mission, je crois 4 ou 5 ministres, afin qu'ils aillent négocier avec les leaders du consortium des organisations de la société civile qui opèrent dans le Cameroun anglophone. Et pour parler, ces négociations étaient publiques. C'est-à-dire que les chaînes de radio, de télévision, les organes de presse écrite étaient présents pour rendre compte de ce qui se passait. Pourquoi les négociations qui sont en cours en ce moment au Canada doivent être tenues secrètes? C'est tout simplement parce que le gouvernement camerounais ne voudrait pas que le peuple du Southern Cameroun, le peuple ambazonien, découvre le vrai visage de ceux qui se présentent à eux comme étant de véritables leaders ambazoniens, alors qu'ils le sont sous deal, sous contrat secret avec le régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, pourquoi avoir donc botté en touche la médiation suisse il y a quelques semaines? Parce que, souvenez-vous, que sur cette même chaîne YouTube, j'avais évoqué le fait que le gouvernement camerounais, le dictateur camerounais Paul Biya, malgré les nombreuses sollicitations du gouvernement suisse, de l'ambassade suisse à Yaoundé, et ce depuis août 2019, le gouvernement camerounais continue de refuser l'offre de médiation de la Suisse. Alors pourquoi choisir telle négociation et rejeter telle autre? C'est tout simplement parce que le gouvernement camerounais est en manque d'arguments, ne sachant pas comment expliquer aux leaders ambazoniens, au cabinet, au gouvernement ambazonien dirigé par Samuel Sarko Ihkomè, comment est-ce qu'on en est arrivé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun en 1972? Comment est-ce qu'on en est arrivé même à la République fédérale du Cameroun le 1er octobre 1961? Comment se sont déroulées les négociations lors de la conférence de Fumban?
le gouvernement camerounais n'a aucun argument juridique pour défendre l'unité et l'intégrité du Cameroun sous sa forme actuelle. Voilà pourquoi le gouvernement camerounais a toujours refusé les négociations sous la médiation suisse. Voilà la véritable raison. Le gouvernement camerounais a peur d'évoquer les causes réelles du conflit parce qu'il n'a pas d'argument du point de vue juridique pour expliquer comment se fait-il, pour expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à cette annexion du Southern Cameroun, à cette assimilation pure et simple du Southern Cameroun en violation de la Charte des Nations Unies et de tous les textes que les Nations Unies ont pu produire relativement au processus de décolonisation du Southern Cameroun. Voilà donc pourquoi le gouvernement camerounais préfère aller négocier de la manière la plus secrète qui soit avec des leaders ambazoniens qu'il a réussi à corrompre, qu'il a réussi à acheter à coups d'argent. C'est de cela qu'il est question. Bon, maintenant, venons-en aux participants à cette réunion secrète qui vient de s'achever au Canada. Alors, qui sont ceux qui ont pris part à ces réunions secrètes? Alors, côté gouvernement camerounais, deux ministres, c'est-à-dire qu'un ancien ministre, à savoir Elvis Ngolé Ngolé, et l'actuel ministre délégué auprès du ministère de l'économie, à savoir Paul Tasson, voilà les deux membres du gouvernement qui ont pris part à cette réunion secrète. Maintenant, côté anglophone, bon, c'est vrai que Elvis Ngolé Ngolé, tout comme Paul Tasson, sont originaires du Southern Cameroun, mais je suis désolé, ils ont participé à cette réunion en tant que représentants du RDPC, en tant que représentants du gouvernement camerounais. Voilà au moins ce qui est rattaché à la vérité. Maintenant, côté ambazonien, ou si vous voulez, côté anglophone, ont pris part à ces réunions secrètes des partisans du One Cameroon, c'est-à-dire que les partisans du statut spécial, les partisans du fédéralisme tels que les Padi Asanga, les Fontem Niba, les Agborbala, etc. Maintenant, du côté ambazonien, ceux qui ont pris part à ces discussions secrètes, à ces chuchotements, moi j'appelle ça des chuchotements entre petits copains. Ceux qui ont pris part à ça côté ambazonien, ce sont les différentes factions que le gouvernement camerounais a réussi à retourner. Il s'agit de la faction de Ayoub Tabé, il s'agit de la faction d'Ayabacho Lucas, et il s'agit de la faction, bon, je ne sais pas si je peux dire Marienta ou alors Chris Anou, parce que tous deux appartiennent à la même faction, sauf qu'ils sont opposés autour d'une ou de deux options. Et je vous avais dit ici même sur cette chaîne que le colonel Bankui Émile, le voyou qui dirige la division de la sécurité militaire, est celui-là même qui contrôle les trois factions là. Parce que nous savons tous que c'est le maître espion par excellence du régime criminel et crapuleux de M. Paul Barthélemy Biya Bimvondo. Alors ce sont donc les représentants de ces trois factions-là qui ont pris part à ce conclave du Canada. Voilà, à cette réunion ou à ces réunions avec les représentants du gouvernement camerounais. Alors, que ressort-il donc de cet autre grand dialogue national, donc le grand dialogue national numéro 3? Parce que le grand dialogue national numéro 1 a eu lieu à Yaoundé,
Le numéro 2 a eu lieu l'année dernière au Canada et le troisième vient de s'achever toujours au Canada. Et c'est de ce troisième grand dialogue national qu'on parle. Alors, que retenir donc de tous ces échanges, de ces travaux? Alors, la première résolution, c'est que les leaders ambazoniens, version Yaoundé et Paris, je préfère les désigner comme tels, ont donc pris l'engagement d'abandonner la lutte pour la restauration du Southern Cameroun's Ambazonia et de militer pour la paix dans le Cameroun un et indivisible avec statut spécial pour les régions anglophones. Je reprends. L'engagement que les leaders ambazoniens version Yaoundé et Paris qui ont pris part à cette réunion avec les représentants du gouvernement camerounais au Canada, cette résolution est celle-ci. Ces leaders ambazoniens, version Yaoundé et Paris, s'engagent à renoncer à la lutte d'indépendance du peuple anglophone du Southern Cameroun, ce qu'ils mènent depuis bientôt 4 ans, et d'être désormais les ambassadeurs du retour de la paix au Cameroun un et indivisible avec statut spécial pour les régions anglophones. Ils ont également pris pour engagement de ne pas évoquer, c'est-à-dire c'était au cours de ces travaux-là qui se sont tenus au Canada, ces ambazoniens-là, c'est-à-dire que ceux qui représentaient les leaders ambazoniens, Wayo, achetés par Etoudi et tout ça, ont pris l'engagement de ne pas évoquer les causes profondes du conflit anglophone. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement camerounais, le pouvoir de Yaoundé, a peur des négociations avec le gouvernement ambazonien dirigé par Samuel Sarko Ikome, parce qu'il serait dans la peine d'expliquer comment on en est arrivé à l'annexion pure et simple du Southern Cameroun, de manière à ce qu'on assiste, de manière à ce qu'on obtienne aujourd'hui un Cameroun un et indivisible. C'est simplement parce qu'ils auront de la peine à expliquer aux représentants du gouvernement de Sarko au cours d'éventuelles négociations sans précondition comment on en est arrivé à l'annexion du Southern Cameroun, comment on en est arrivé à cet état unitaire décentralisé que le gouvernement de Yaoundé défend à corps et à cri. Quels sont les ressorts juridiques du point de vue du droit international? Quelle est la légalité du point de vue du droit international de ce Cameroun sous sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'un État unitaire? Voilà ce que le gouvernement camerounais, voilà ce que les dignitaires du régime d'Ebiya, voilà ce que les membres du club des Essingans redoutent, voilà ce que ces membres du club Essingan redoutent de pouvoir expliquer au gouvernement ambazonien dirigé par Samuel Sarko Ikome au cours d'éventuelles négociations. Voilà pourquoi ils refusent d'aborder les causes profondes du conflit anglophone, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité totale. La forme actuelle, la forme unitaire décentralisée du Cameroun est illégale du point de vue du droit international. Voilà pourquoi, au cours des négociations qui ont eu lieu, qui viennent de s'achever au Canada, ils ont eu peur que ce problème-là, c'est-à-dire que les causes profondes de ce conflit soient soulevées. Bon, maintenant, les représentants du gouvernement, au cours de ces travaux qui viennent de s'achever au Canada, ont pris l'engagement, premièrement, de renvoyer les militaires dans leur caserne. Donc, les militaires, c'est-à-dire que les contingents
entiers de soldats camerounais qui ont été déployés dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, devront retourner dans leur caserne. Ils ont également pris l'engagement au nom du gouvernement camerounais bien sûr, de reconstruire l'aéroport de Tiko et d'engager le projet de construction du port en eau profonde de Limbé. Mais devinez quoi? Les représentants du gouvernement, au cours de ces discussions, au cours de ces négociations au Canada, ont proposé, du moins ont annoncé, que 5 campements militaires seront érigés dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans le but de protéger les citoyens et leurs biens. Alors la question que je vais poser à tous ces braqueurs, ces voleurs, ces brigands du régime de M. Biya, qui me regardent en ce moment depuis le ministère de la Défense, depuis le palais de l'Unité, le palais de Touzi, le palais présidentiel. Dites-moi, quand vous avez pour projet d'implanter des campements, c'est-à-dire que vous êtes dans une logique où vous voulez l'apaisement, vous voulez que la situation revienne à la normale, mais vous promettez d'établir 5 camps militaires dans les régions de ce que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sûr que la paix pourra revenir dans ces 2 régions. Permettez que je parle ainsi parce que pour moi, c'est le Southern Cameroun. C'est le Southern Cameroun, nord-ouest, sud-ouest, ça n'existe pas pour moi. Mais puisqu'il faut que le message passe mieux, on va parler de région anglophone du Cameroun. Donc vous voulez installer des bases militaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est toujours vous qui dites que non, vous voulez que la paix revienne. Mais ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que la paix pourra revenir dans ces 2 régions. Ça veut dire que vous reconnaissez que les Amba Restoration Force ils sont toujours présents dans ces 2 régions et sont toujours nombreux. Voilà pourquoi vous voulez implanter 5 bases militaires dans ces régions-là pour prétendument protéger les citoyens et leurs biens. Qui menacent les citoyens et leurs biens dans ces 2 régions? Ce sont vos soldats. Ce sont les militaires camerounais qui incendient les maisons dans le Southern Cameroun. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ça dit que c'était le 16 octobre dernier, le village de Nidjon Funzi, à Baba 2, a reçu la visite de soldats camerounais qui ont incendié des maisons là-bas. Et c'est vous qui dites que non, vous voulez implanter 5 bases militaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, dans l'objectif de protéger les citoyens et leurs biens. Qui menace les citoyens là-bas? Qui a contraint des centaines de milliers d'anglophones à l'exil au Nigeria voisin? C'est vos soldats camerounais qui se sont mis à massacrer des civils, à incendier des maisons, parfois avec leurs occupants à l'intérieur, dont des personnes du 3e âge. Alors, pour revenir donc à toutes ces résolutions-là, bon, voilà donc les engagements que le gouvernement camerounais a pris, du moins ceux qui représentaient le gouvernement camerounais, lors de cette espèce de négociation qui vient de s'achever au Canada. Alors, à leur tour, les ambazoniens, version Yaoundé, ont exigé, c'est-à-dire qu'en échange de leur abandon de la lutte pour la restauration du Southern Cameroun, en échange de la campagne qu'ils ont décidé de mener pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets,
ils ont exigé, c'est-à-dire que les représentants de l'Ambazonie version Yaoundé, je parle bien des représentants des leaders ambazoniens achetés par Yaoundé. Voici ce qu'ils ont exigé au gouvernement camerounais. Premièrement, ils ont exigé une amnistie générale pour eux. Donc ça veut dire qu'avec cette amnistie, ils pourront rentrer au Cameroun, continuer à mener leurs affaires et revenir dans leur pays d'accueil ou dans leur pays de résidence. Ils ont également exigé la libération de tous les prisonniers anglophones qui ont été arrêtés dans le cadre de ce conflit. Ils ont exigé l'intégration des ex-combattants, c'est-à-dire que ces jeunes gens qui sont pensionnaires des centres de DDR, là, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Boya, ils ont exigé que ces enfants-là soient recrutés au sein de l'armée camerounaise. Et ils ont proposé, écoutez bien, ils ont proposé que le gouvernement débloque de fortes sommes d'argent pour les combattants qui continuent la lutte, afin qu'on leur remette une forte somme d'argent, afin qu'ils abandonnent la lutte pour aller s'installer soit au Nigeria voisin, soit au Ghana. Voilà donc ce qu'ils ont proposé aux représentants du gouvernement camerounais qui étaient présents à ces travaux. Alors, ils ont également fait la promesse aux représentants du gouvernement, ces ambazoniens version Yaoundé et Paris, de mettre les bâtons dans les roues de Samuel Sarko Ikome, qui est le leader légitime du gouvernement ambazonien. Ils ont promis de mener une campagne tambour battant à l'effet de décourager la diaspora anglophone de contribuer à l'Ambawa Draft, c'est-à-dire une initiative de collecte des fonds destinée à sponsoriser, à armer et à sponsoriser les Ambazonan Restoration Forces qui continuent à braver les forces de défense camerounaises sur le terrain. Ils ont également pris l'engagement de combattre jusqu'à la dernière énergie la médiation suisse, qui est soutenue par, bien évidemment, le gouvernement suisse et par les États-Unis. Voilà l'engagement que ces ambazoniens d'un autre genre ont pris au cours de ces travaux qui viennent de s'achever au Canada. Pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, je vais dire aux Restoration Forces, Ambazonan Restoration Forces, de continuer à lutter jusqu'à ce que le gouvernement camerounais, jusqu'à ce que Paul Biya s'asseye sur la même table de négociation que Samuel Sarko Ikome et discute des causes profondes du conflit. Première chose. Maintenant, au gouvernement camerounais, je dirais que tout le machin que vous venez de bricoler au Canada, là, écoutez-moi très bien, tout le machin que vous venez de bricoler au Canada, là, ça ne va donner aucun résultat. Aucun, je dis bien, aucun résultat. Achetez c'est-à-dire que le plus grand nombre d'ambazoniens que vous voulez. Corrompez, c'est-à-dire que soudoyez autant d'ambazoniens que vous voulez. Mais cette lutte gardera toute sa flamme tant que vous ne vous asseyez pas sur la même table de négociation que Samuel Sarko Ikome et les membres de son cabinet, sous une médiation internationale, sur un terrain neutre, en tout cas dans un pays autre que le Cameroun, afin de discuter de la fin de ce conflit. Tant que vous continuerez à entreprendre des négociations secrètes, je vous assure les amis, là, cette paix dont vous avez besoin là,
dans les régions de ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest. Cette paix sera une illusion tant que vous ne résolvez pas le problème de justice. Parce que pour une paix durable, il faut de la justice. Il faut rétablir le Southern Cameroun dans ces institutions qui ont été détruites. Que ce soit le House of Parliament, que ce soit leur gouvernement qu'ils avaient, que ce soit le House of Chief, pas le machin que vous avez créé là, dans le cadre du statut spécial, hein. Le House of Chief d'avant là, qu'ils avaient, vous devez les rétablir dans toutes ces institutions. Voilà qui est justice. Voilà qui est justice. Tout ce que vos militaires ont tué là, hein, les maisons qui ont été rasées et tout ça, vous devez reconstruire jusqu'au dernier. Et indemniser toutes ces familles qui ont été brisées à cause de la brutalité de vos forces de défense et de sécurité. Vous devez indemniser toutes ces familles. Voilà donc comment la paix pourra revenir dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rétablir le Southern Cameroun dans sa souveraineté. Oui, parce que il n'est pas question d'effacer l'histoire de tout un peuple. Ils avaient des institutions. Avant votre fameuse réunification là, dont on ne voit aucun accord, ils avaient des institutions, ils avaient une vie politico-administrative que vous avez détruit en 61. Que vous avez détruite, pardon, en 61. Alors il faut rétablir toutes ces institutions-là. Vous avez parlé de la common law, non? C'est bien. Pour qu'il y ait donc la common law dont vous parlez à Yaoundé là, il faut un parlement qui légifère suivant. Il faut un exécutif qui veille à son application, à l'application des lois qui sont votées dans leur parlement suivant la common law. Il faut des juridictions qui vont rendre la justice sur la base de ces lois de la common law, comme ça se passait avant 61. Voilà ce que le gouvernement de Sako vous demande. Voilà ce sur quoi le gouvernement de Sako vous appelle à la médiation suisse. Mais vous, à Yaoundé, vous y refusez pour aller négocier avec vos amis, vos petits copains, en secret, dans des hôtels ou je ne sais pas moi au Canada. Mais c'est quoi ce comportement de filou? Et dans tout ça, vous espérez toujours que les mêmes causes produiront les effets différents. Non, non, non. Comme le grand dialogue a échoué, comme le grand dialogue numéro 1 qui s'est tenu à Yaoundé n'a connu aucun succès, n'a apporté aucune solution au conflit anglophone, comme le grand dialogue numéro 2 qui s'est tenu l'année dernière au Canada n'a rien donné, le troisième qui vient de s'achever là ne donnera lui aussi rien. Il ne donnera rien lui aussi. Mais alors, rien du tout. Merci à ceux qui étaient nombreux à écouter cette chronique de NBT. Nous étions là pour vous apporter les dernières informations relatives aux négociations en cours en ce moment au Canada, du moins qui viennent de s'achever selon les informations que nous avons au Canada, relativement aux solutions à apporter à la crise anglophone qui dure et perdure depuis bientôt 6 ans. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.